Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre tier list puissance de One Piece. Je le répète, c'est une tier list qu'on fait tous ensemble, donc on va évidemment rajouter des personnages, mais aussi en ajuster certains, donc les changer de position, et c'est justement ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui, avant de rajouter un peu d'inédit. Pour ne pas louper les futurs épisodes de ce format et les autres concepts qu'il y a sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, et commençons tout de suite l'épisode du jour. Déjà, je voulais commencer par repréciser que dans One Piece, surtout dans One Piece, comparé à plein d'autres shonen, les rapports de force, les puissances sont très difficiles à classer, voire impossibles. On fait vraiment ça pour le kiff. Difficile à placer, surtout depuis Wano, où maintenant on a toujours une course à la puissance. Voilà, chaque personnage qu'on va voir, on va nous montrer qu'il est plus puissant que les précédents. Alors qu'à Wano, on a atteint un tel niveau avec le combat Kaido contre Luffy, ou même avec Big Mom, que les personnages qu'on a l'habitude de suivre sont tellement puissants que les rapports de force ne veulent plus trop rien dire. Donc voilà, vraiment on fait ça pour le kiff, on spécule beaucoup, hein, c'est vraiment quelque chose voilà, juste pour débattre, pour en rigoler, et parce qu'on reste quand même des fans de ce genre de classement de puissance. Et de toute façon, la vérité absolue, on l'aura qu'à la fin du manga, et encore. Donc, après diverses discussions avec mon entourage, après aussi des réflexions que j'ai pu me faire à moi-même, on va changer quelques personnages de place. Alors, on va en changer déjà parce que j'ai peut-être des avis aussi qui ont changé, et aussi par la suite, c'est surtout pour ça, parce que pour la suite, avec les futurs épisodes que je prépare, va falloir quand même en changer de place maintenant, on va préparer le terrain, pour que ça devienne plus logique par la suite, voilà, pour pas que certains personnages se retrouvent dans la même case que d'autres alors qu'ils ont vraiment un niveau différent. Donc on va en changer maintenant de place, et à chaque fois je vais rajouter quelques arguments pour cela. Le premier qu'on va changer de place, donc lui c'est vraiment celui qui a fait débat, c'est Akainu, donc que j'avais placé au-dessus de Kaido. On va faire tout simplement un changement entre les deux. Donc Akainu on va le descendre d'une case, et Kaido on va le monter d'une case. Je vais pas forcément revenir sur tous les arguments, mais pour moi quand même, Barbe Blanche est plus fort que Kaido. Donc oui, je le précise, et je le préciserai peut-être souvent dans la vidéo, que les cases correspondent à des tranches de puissance. En vrai, le premier de la ligne est quand même plus puissant que le dernier, d'accord? Donc voilà, par exemple, Barbe Blanche, je le trouve, pour moi, il est quand même plus fort que Kaido. Et Luffy Gear 5, je le répéterai jamais assez, est plus fort en 1 contre 1, même la fatigue, etc., que Kaido. Franchement, Luffy Gear 5 plus fort, donc je les mets quand même sur la même ligne, sur la même tranche de puissance, mais c'est de là au-dessus de Kaido. Et Akainu, donc je vais le descendre, et j'aurais vraiment du mal à le descendre encore plus. Déjà parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une information comme quoi, voilà, Oda considérait vraiment Akainu comme le plus puissant des marines qui a existé, voilà, que ce soit entre la nouvelle et l'ancienne génération. Donc déjà là, on peut le placer à un certain niveau. Je sais qu'on va pouvoir faire débat avec des Sengoku ou Garp à leur prime, mais on parlera de tous les personnages à leur prime dans le prochain épisode. Pour revenir sur Akainu, faut pas oublier quand même que c'est l'amiral en chef, que avant l'abolition des Shichibukai, il faisait partie, enfin c'est lui, avec les Shichibukai, les empereurs et les amiraux, il faisait partie des 3 pouvoirs qui équilibraient le monde. Donc quand même, il est très très puissant, donc j'aurais du mal à le descendre plus bas. Et ensuite, s'il y en a qui veulent faire le débat comme quoi Luffy devra vaincre à la fin Akainu, donc les deux sont logiquement à la même puissance à peu près. Alors je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que pour moi, depuis Dressrosa, Luffy n'est plus l'adversaire direct de Akainu, et ça serait plus Sabo. Et oui, pour moi, depuis qu'on sait que officiellement que Sabo est en vie, c'est lui qui affrontera Akainu à la fin. Mais c'est la direction que je vois pour venger Ace, et justement Sabo, on va en parler juste après. Autre changement un peu plus rapide, Kobe qu'on va redescendre d'un cran, ouais quand même. C'est vrai que je l'avais mis à un niveau de Ryukugyu dans une case tous les deux. On va le descendre parce qu'il reste pour moi le plus puissant des vice-amiraux, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément au niveau des amiraux pour l'instant en tout cas. On verra à la fin du manga, on verra où il arrive, mais c'est vrai, on va rester sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vais le descendre, et au moins ça nous fait gagner une case, parce que Ryukogyu aussi, je vais le monter. C'est vrai que je l'ai un peu sous-estimé, on a vu que des flops un peu avec lui, que ce soit Wano, que ce soit aussi lors de la rêverie là dans les derniers chapitres. Mais bon, je le classe quand même en dessous de Fujitora. Là, on est mieux, voilà, on a une case qui est libérée. Vous le voyez, hein, quand même, cette tier list commence à un certain niveau. Ok, voilà, j'ai mis, on va dire, Kobe, Smoker en base. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y a certains persos qui n'apparaîtront jamais, ou qui apparaîtront que bien plus tard, parce que voilà, on commence quand même la tier list à un très haut niveau. Maintenant qu'on a fait ces quelques modifications, on va pouvoir passer au nouveau perso. Alors, j'ai appelé cette partie les seconds, parce que vous allez voir, on va tout d'abord placer Sabo, mais aussi plein d'autres seconds, et Sabo reste le second de l'armée révolutionnaire. Donc on va le classer, et on va en classer quelques autres aussi des seconds d'empereur. Sachez que les seconds seront à peu près tous placés au même niveau. Même en vrai, aujourd'hui, les personnages en général sont beaucoup placés au même niveau, mais on va surtout essayer de les comparer entre eux rapidement. Et comme je l'ai dit, on va commencer par Sabo, qui
aussi, donc devra à la fin pour moi vaincre Akainu. Je le vois quand même en dessous d'Akainu. Je dis pas qu'il est à son niveau, parce que même s'il affronte Akainu et qu'il le vaincra sans doute à la fin, ça se trouve, je vois bien peut-être voilà, un 2 contre 1, donc Sabo et quelqu'un d'autre contre Akainu, ou alors il aura de l'aide ou quelque chose comme ça, mais je le vois pas forcément le battre en 1 contre 1, même si ça arrive. À l'heure actuelle, je le vois pas encore à ce niveau-là, même si on a très bien vu que déjà sans le fruit du Meramera no Mi, sans le fruit de Ace, il était très très fort, il était déjà avant ça le second de l'armée des révolutionnaires. Il a affronté Devi Samiro à Dressrosa, il a affronté Fujitora à Dressrosa, et tout ça seulement avec une maîtrise du haki. Alors oui, le haki de l'armement maîtrisé, c'est sûr, hein, ça doit être un crack du haki, mais seulement avec ça, donc avec en plus le Meramera no Mi, qu'il a rapidement apprivoisé et qui commence de plus en plus à maîtriser, il gagne encore des places et de la puissance, et on a tout simplement son titre de second de l'armée des révolutionnaires. Il est forcément très bien placé dans ce classement. On peut aussi noter que par exemple, si on compare à Fujitora et Ryukugyu, on voit dans un des derniers chapitres qu'ils affrontent les commandants de l'armée des révolutionnaires. J'irai pas jusqu'à dire que les commandants valent les amiraux. Je pense que les amiraux, on le voit très bien quand même, ils sont retenus par divers éléments. Mais on le dit, on le voit que quand même les commandants arrivent quand même à peu près à les gérer. Voilà, ils leur tiennent un minimum tête. Donc en partant de là, on sait que Sabo est plus puissant que les commandants de l'armée révolutionnaire, et donc presque au niveau, voire plus haut pour moi, que les amiraux sur place à la rêverie. Je le placerai donc au niveau, sur la même ligne que Big Mom, Aokiji et Kizaru. Alors quand même en dessous de Big Mom largement, mais entre Kizaru et Aokiji, je placerai les trois vraiment côte à côte et à un niveau équivalent. Et franchement, je trouve pas ce classement déconnant, parce que ouais, il doit quand même être à un certain niveau, un niveau très fort, comme je l'ai déjà dit, c'est un personnage qu'on verra se battre vraiment à fond, je pense seulement à la fin. C'est un second. Je mets quand même Big Mom au-dessus parce que c'est une empereur, et ça se trouve que ce classement va faire débat. Peut-être que Big Mom, un jour ou l'autre, je la montrerai parce que je la sous-estime peut-être beaucoup trop. Mais bon, avec son côté instable et ce qu'elle nous a montré, c'est quand même moins que certains. Je pense à Shanks en disant ça. Donc voilà, Sabo, je trouve qu'il est quand même assez bien placé. Passons à Katakuri King, donc les deux grands seconds des empereurs que sont Big Mom et Kaido. Katakuri, franchement, un perso que moi j'aime beaucoup. Il nous a offert un des meilleurs combats de Luffy. Voilà, c'est un peu sa némésis, hein. Il utilise un paramécien un peu spécial, voilà, le fruit du Moshi Moshi. Donc voilà, il utilise des techniques similaires à Luffy. On le voit quand même dans le combat que je me suis refait pour cette vidéo un peu. Ouais, Katakuri est quand même au-dessus presque tout le long du combat. Et en le comparant par exemple à King, donc le deuxième second qu'on verra un peu plus tard, le bras droit de Kaido, même si King est apparu après, donc dans la logique, comme j'ai toujours dit, ceux qui apparaissent après sont un peu plus forts que ceux qui sont avant, je placerai ces deux-là vraiment d'une force similaire presque, et même je dirais un léger avantage à Katakuri. Parce que King a été un peu décevant, après j'ai pas envie de le sous-estimer, on l'a moins vu que Katakuri, et en vrai les classer à peu près au même niveau est totalement logique, dans le sens où Luffy, le capitaine, a vaincu un second dans un arc, l'arc Whole Cake, et ensuite, c'est le second de Luffy qui va vaincre le second du nouvel ennemi, donc dans l'arc Wano. Donc voilà, ça montre la progression des héros, ou du capitaine qui affronte le second, et ensuite le second qui affronte aussi un second. Et donc voilà, il y a une progression. Katakuri, voilà, je ne dirai jamais assez, hein, c'est un très bon perso, hein, il a fait un très bon combat. Et King Zoro, même si c'est un combat que j'aime pas trop, que j'avais pas trop aimé en scan, ils nous ont quand même offert une très belle animation dans l'anime. Pour finir, ces deux-là, je les placerai donc sur cette ligne-là, aux côtés de Garp, Riley, Fujitora. Et je trouve qu'on a une belle ligne qui est en train de se former ici. Un autre second, le dernier qu'on va classer aujourd'hui, Marco. Franchement, aujourd'hui, on place que des persos que j'aime beaucoup. Et là, je pense que ça va faire vraiment débat, parce que moi, Marco, je le surestime peut-être beaucoup, mais en tout cas, s'il nous a montré, que ce soit à Marineford, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, je disais qu'il n'avait pas fait grand-chose, mais quand même, il a tenu tête aux 3 amiraux, à 3 moments différents. Il a aidé à sauver Luffy à la fin, il est toujours présent à la fin de la bataille, voilà, assez en forme, mais juste il va se faire piéger un peu bêtement. Mais franchement, il tient toute la bataille. Et il fait partie des pointures. Et même Sengoku le dit, Marco, quand Barbe Noire récupère le fruit de Barbe Blanche, donc quand il se retrouve avec le pouvoir de 2 fruits du démon, Sengoku le dit, Marco, à part les autres empereurs, est le seul à pouvoir lui tenir tête un minimum. Donc voilà, ça le place tout de suite à un certain niveau, quand même, à un niveau d'empereur, au vu surtout de son fruit du démon carrément spécial, voilà, qui lui procure une certaine immortalité, une certaine invincibilité. Et sans doute que le classer va faire débat, parce que oui, moi, Marco, je le placerai sur la ligne où j'ai mis Sabo juste avant,
et où j'ai mis Big Mom. Et oui, et même Marco, je le mettrais au-dessus de Aokiji, Kizaru et Sabo, donc juste en dessous de Big Mom. Et là, ouais, bien sûr, je le répète, Big Mom est quand même plus fort parce qu'elle est première de sa ligne, mais Marco, on le voit de toute façon tout simplement, on peut pas le placer au niveau King, c'est impossible quand on le voit qu'il a réussi à tenir tête à King et Queen, même si lui-même le dit qu'il aurait pas réussi à les vaincre tous les deux. Je pense en 1 contre 1, il aurait vaincu son adversaire, que ça soit Queen ou King. Donc on peut pas le mettre à son niveau. Mais on peut pas non plus le mettre à un niveau vraiment de Kaido par exemple, parce que sinon il serait monté sur le toit, il aurait massacré Kaido et fin de l'histoire. Donc non, même si il y a le côté il voulait laisser la place à la nouvelle génération, voilà, il faut être mesuré, mais je trouve que sa place est vraiment pas déconnante et je trouve qu'il a une bonne place. Alors je sais, ouais, on n'a pas placé tous les seconds qui existent évidemment, je pense surtout Ben Beckman, Zoro évidemment et Shirui. Pour ce dernier, j'ai hésité vraiment à le placer, mais je trouve que voilà, pour Ben Beckman et Shirui, on connaît pas grand chose, on connaît même rien, ce sera juste des spéculations, donc on va attendre un peu d'avoir un peu plus d'éléments tout simplement. Et pour Zoro, j'ai vraiment aussi hésité à le placer, parce que Zoro il faut le classer, et en plus on peut vraiment le mettre à un très haut niveau. Mais je me suis dit qu'un jour ou l'autre, je ferais vraiment une vidéo sur les chapeaux de paille, sur tout l'équipage, où je les ferai entre eux, et après je les rajouterai dans la tier list. Mais dans tous les cas, voilà, on le fera un jour ou l'autre, mais juste pas aujourd'hui. J'avais envie de parler aujourd'hui de deux de mes chouchous, deux personnages que je trouve en plus suffisamment forts pour se retrouver dans ce classement et qui pour moi sont trop souvent sous-estimés. Parlons de Crocodile et Magellan. Donc tout d'abord pour Crocodile qu'on a connu à Alabasta, qui a tout simplement one-shot Luffy presque, voilà, le premier adversaire où Luffy s'est pris une rouste, qui l'a presque tué. On le connaît aussi, il nous a beaucoup marqué avec son organisation qu'il a créée, donc le Baroque Works, voilà, composé de ces fameux duos de Miss et Mister, donc ça fait partie des organisations des shonen qu'on aime tous. Et personnage aussi qui nous a surpris, au-delà de Alabasta où moi j'avais adoré cet arc, surpris à Impel Down. Donc là aussi on va retrouver le deuxième personnage qu'on va évoquer juste après. Mais à Impel Down où il va enchaîner une apparition déjà qui est déjà culte, et aussi des masterclass je trouve à Marineford, voilà, où il a sa place. Il a quelques passes d'armes contre Doffy, il va tout de suite s'attaquer à Barbe Blanche, même s'il n'est pas au niveau. Mais voilà, il sauvera Ace in extremis, franchement que des masterclass de Crocodile. Et moi j'adore son évolution à ce moment-là de l'histoire, et c'est un plaisir de savoir qu'on le reverra maintenant qu'il fait partie de la Cross Guild de côté de Mihawk et Baggy. Après il a contre lui quand même le fait de s'être fait battre tôt par un Luffy qui est assez faible quand même rien que quand il se retrouve à Impel Down, le Luffy de Impel Down et le Luffy à Alabasta n'ont rien à voir. Donc on se dit que là Crocodile s'est fait battre par un Luffy carrément faible, et en plus de ça il a quand même une faiblesse un peu abusée, voilà, l'eau, que ce soit l'eau de mer ou l'eau normale, voilà, ça a permis à Luffy de le battre. Donc même si maintenant c'est sûr et certain il a le haki et c'est pas forcément quelque chose que Oda avait prévu à Alabasta, on peut noter ça contre lui, voilà, il a quand même apparu assez tôt dans l'œuvre et ça joue en sa défaveur. Mais là où je trouve aussi qu'il gagne des points, c'est par rapport à sa prime qui est au-dessus du milliard de berry. Alors on sait que pareil, les primes ne veulent plus trop rien dire dans One Piece, on peut plus juger la puissance des personnages à l'aide de leurs primes, mais quand même je trouve que ça reste un bon indicateur pour certains persos, comme Crocodile, qui en fait au-dessus du milliard, va pouvoir se hisser au niveau de certains seconds d'empereur. Et pour moi, ça paraît logique, en fait, chaque empereur a son second, chaque organisation même a son second. La Cross Guild en fait partie, et pour moi, il reste un peu le second justement de cette Cross Guild, avec Baggy en capitaine, même si en termes de puissance, il n'a pas les épaules, à moins grosse surprise à la fin. Mais je fais pas partie du clan grosse surprise, je fais plus partie de ceux que Baggy, en fait, à ce côté roi des pirates, à cet esprit de pirate, mais en termes de puissance ne fait pas le poids quand même. Et Mihawk, je le mettrais carrément à part, franchement à part, mais voilà, pour moi, Crocodile a cette place de second un peu de la Cross Guild, et c'est pour ça que je le placerai donc au niveau de King et de Katakuri. Ensuite, il y a forcément débat avec ceux qui restent sur la même ligne comme Gar ou Riley. Là, ça va être assez compliqué de débattre, mais bon, je vais ressortir l'argument de l'âge, mais je trouve que ça reste quand même la même tranche de puissance. Le deuxième perso que je voulais évoquer, c'est donc Magellan. Donc Magellan qui est l'ancien, maintenant directeur de la prison d'Impel Down, la prison qui regroupe les plus grands criminels du monde de la piraterie, et même du monde de One Piece tout simplement. Et dites-vous déjà, au-delà que Magellan, je trouve que c'est un perso hyper intéressant et très très stylé, Impel Down est un arc qui m'a marqué moi personnellement, parce que quand j'ai commencé One Piece, la parution française en était à là. Donc les premiers tomes que j'ai achetés, en ayant vu juste quelques épisodes par-ci par-là avant,
bah, ce sont les tomes d'Impel Down et du début de Marineford. Donc même si avec le temps, bah, j'aime un peu moins cet arc, j'ai quand même un certain affect, et même tout ce qui se passe dedans, bah, m'a clairement marqué, et m'a clairement fait commencer réellement One Piece, et fait aimer ce manga. Et Magellan, il va survoler cet arc, il va comme one-shot l'équipage de Barbe Noire, même s'ils ont été clairement surpris. Il fait aussi partie de la petite liste de personnes qui a failli tuer Luffy, et même en vrai qu'il l'a battu, qu'il l'a tué. Sans l'aide de Ivankov, Luffy était mort. Et même si à la fin, comme Crocodile, il y a on va dire un contre-exemple, un contre-argument par rapport à sa puissance, c'est le fait qu'il a affronté Bon Clé et qu'il en soit ressorti avec de nombreuses blessures quand même quand on le revoit dans une mini-aventure. Ensuite, on ne sait pas forcément si c'est que Bon Clé qui lui a fait ça, mais si c'est le cas, ouais, c'est sûr que ça joue pas en sa faveur, mais voilà, il a quand même un palmarès de fou. Et aussi, on peut utiliser l'argument de la réputation, où voilà, tous les personnages, rien qu'en entendant son nom, flippent. Donc ça, clairement, ça calme tout le monde. Et même si on pourrait dire que, par exemple, maintenant, avec Annie Abal, le nouveau directeur de Annie Abal, qui est pas ouf dans l'Arc Impel Down, en termes de puissance, et maintenant, le nouveau directeur, Magellan est toujours là. Donc en fait, j'ai plus l'impression que c'est une récompense pour Annie Abal, pour sa vaillance, pour son dévouement, ce poste de directeur, mais Magellan reste là, en vraiment puissance, bras armé de la prison. Et même moi, ça me fait poser des questions par rapport à lui. J'aimerais tellement savoir ce qu'il était avant, si c'était un amiral, s'il faisait partie, je sais pas, d'une organisation des services secrets comme le CP9 ou le CP0. J'aimerais savoir ce qu'il est, même sa race, tout simplement. C'est ni un humain, ni un homme poisson, en tout cas pas à ce que je sache. Vraiment des questions sur ce personnage, et je trouve que ça amplifie le mythe sur celui-ci. Et pareil, comme je l'ai dit, on a une belle ligne, et celui-ci, je le placerai aussi au niveau de certains amiraux. Donc ouais, il est ici, on peut le mettre donc au niveau de Fujitora, Ryukyu, et il est à sa place pour moi, vraiment, et c'était un plaisir de parler de ce perso. Fin de ce deuxième petit épisode de notre tier list de puissance sur One Piece, où on a pu modifier, rajouter des persos, donc c'était un plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter avec bienveillance, toujours à donner vos arguments, votre classement, et tout ça sera évidemment pris en compte, pour commencer à avoir un bon classement. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, à plus.